On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On parle de santé aujourd'hui. Dans quelques instants, la paramédecine communautaire qui fait son entrée dans le Haut-Richelieu. C'est un projet totalement unique qui évite des transports à l'urgence, en ambulance évidemment. Mais d'abord, parlons de ce phénomène d'éclosion. Il y a plus de 60 personnes d'infectées, des patients et des travailleurs à l'hôpital du Haut-Richelieu. Depuis quelques jours, c'est un peu plus préoccupant dans nos hôpitaux, hôpital Charlemagne, hôpital du Haut-Richelieu, ici à Saint-Jean, des cas d'éclosion, autant du côté des patients que de certains employés. Question de faire le point sur la situation actuellement. On rejoint Mme Lise Pouliot, qui est la présidente directrice générale adjointe au CIS de la Montérégie-Centre. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, expliquez-nous un peu, parce que, bon, des cas d'éclosion dans des établissements, on en a eu, là, Gertrude Lafrance, puis Georges Faneuf et Champagnat, bon, à l'hôpital, c'est pas nouveau. Par contre, est-ce que je me trompe en disant que là, l'enjeu a monté, disons, d'un cran, parce qu'il y a quand même beaucoup de cas, entre autres à l'hôpital du Richelieu, au 5, au 6 et au 7e étage? Effectivement, mais si on regarde l'état global au niveau de la communauté, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un accroissement de la transmission communautaire. Et par le fait même, notre personnel est davantage exposé à des gens qui pourraient être même asymptomatiques ou faiblement symptomatiques. Ouais. Alors, ce qu'on constate, c'est que dans nos deux centres hospitaliers, on a davantage d'éclosions et on a des patients qui sont atteints, mais aussi du personnel atteint. Bon, Alors, au moment d'enregistrer cette entrevue, on est mercredi midi. À l'hôpital du Haut-Richelieu à Saint-Jean, il y a combien de patients et combien d'employés de touchés officiellement? Aujourd'hui, au moment où on se parle, on a 31 patients qui sont affectés et on a 33 travailleurs de la santé. Je sais que c'est une grande question, mais est-ce qu'on a un peu l'historique de cette éclosion-là? Est-ce qu'on sait quand ça a commencé, comment ça a pu rentrer à l'hôpital? Chacune des unités, à partir du moment où la procédure est, dès qu'on identifie une éclosion, ça commence généralement par une alerte. Alors, c'est-à-dire qu'on a un premier cas qui est détecté. Alors là, il y a déjà une mise sous tension. L'équipe de prévention, contrôle des infections, microbiologistes, surveillent davantage ce secteur-là et font du dépistage systématique de façon préventive pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres cas. Alors, à partir du moment où il y a 2 cas confirmés, on considère qu'il s'agit d'une éclosion. Et vous comprenez que dès ce moment-là, il y a une enquête qui est vraiment établie pour connaître l'origine. Est-ce que c'est un patient? Est-ce que c'est un travailleur de la santé qui serait donc le premier cas, en quelque sorte, l'instigateur de l'éclosion? Et au moment où l'éclosion est confirmée, à partir du moment où on a la date du résultat du premier cas. Mais là, avec la photo qu'on a aujourd'hui, là, 31 patients, 33 travailleurs, c'est quand même une grosse éclosion. On parle d'une soixantaine de personnes. Est-ce qu'il y aura d'autres cas dans les prochains jours? Il y a toujours cette possibilité-là. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour tenter de minimiser ou de circonscrire cette éclosion-là? Il y a plusieurs choses qu'on fait, mais si on parle strictement au niveau des unités de soins, alors à partir du moment où on a une déclaration d'éclosion sur une unité, cette unité-là devient fermée à toute admission. Alors, il n'y a plus aucun patient qui peut être admis sur cette unité-là. Et évidemment, on commence de façon très systémique à faire un dépistage. Donc, pour tous les patients, le dépistage se fait à tous les 5 jours. Évidemment, sauf s'il y a apparition de symptômes, mais de façon systématique à tous les 5 jours. Et pour le personnel, c'est 3 fois semaine qu'on fait un dépistage pour essayer de capter rapidement s'il y a d'autres cas qui se présentent sur l'unité. On parle toujours donc du 5, du 6 et du 7e étage à l'hôpital de Saint-Jean? Du côté de la Chachère, actuellement, on parle du 5e et on parle du 7e principalement. Et le 6e, effectivement. Mais la clientèle qu'il y a dans ces unités-là, bon, de mémoire au 7e, je pense que c'était de la gériatrie, mais
C'est quoi la clientèle des... En fait, les 31 patients que vous avez, là, ce sont des personnes assez âgées qui sont très malades. C'est quoi le profil de cette clientèle qui est touchée par l'éclosion? Bien, c'est variable. On pourrait y aller de façon beaucoup plus spécifique, mais si on regarde, par exemple, le 5e Sud, qui est une unité de médecine, mais gériatrique, Ouais. c'est d'ailleurs là qu'on a le plus grand nombre de cas confirmés, et en partie parce que il y a quelques patients qui avaient des problématiques d'errance. Et vous comprenez que ça, c'est un facteur contributif à la contamination. Donc, pour le 5e Sud, c'est vraiment spécifique au profil et le type de clientèle sur l'unité qui explique une éclosion aussi significative. Est-ce qu'il y a eu des décès à ce jour? Pour vous dire la vérité, à partir du moment où un patient est positif, il est transféré du côté des unités COVID. Et à ce moment-là, on ne fait pas de lien direct. On pourrait le faire, mais pour l'instant, je n'aurai pas l'information pour vous dire s'il y a eu un décès. Vous savez que le 7e Nord de l'hôpital du Richelieu est une unité dédiée pour la clientèle COVID positive avec une capacité de 17 lits. Alors, si on a, par exemple, au 5e Sud, un patient qui est déclaré positif, on va le retirer de l'unité et on va le placer sur une unité dédiée pour les patients déjà confirmés dans un statut de COVID. Parce que ça, c'est un peu nouveau aussi à l'hôpital du Richelieu quand on a créé donc l'unité COVID au 7e. Mais de ce que je comprends, dans le fond, la capacité des lits, évidemment, sont tous pris en ce moment. La capacité des lits, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est répartir pour la Montérégie-Centre. L'attente ministérielle était à l'effet pour atteindre 100% de capacité. Il fallait avoir 14 lits de soins intensifs et 50 lits de lits hors soins intensifs. Et ce qu'on a voulu à un certain point, c'est répartir les lits pour essayer de réduire le nombre de transferts et certains inconvénients que ça apportait pour le patient qui se présentait à l'urgence du Richelieu, était dépisté positif et devait être transféré du côté de Charlemagne. Alors, c'est pour ça qu'en cours de route, on a voulu répartir ce 50 lits-là entre nos deux pôles. Bon. Est-ce que cette éclosion-là, de par le fait qu'il y a au moins 33 travailleurs qui sont touchés en ce moment, donc des travailleurs, j'imagine, qui ne peuvent pas travailler pour au moins 2 semaines avec tous les tests et tout, est-ce que ça vous amène encore, on sait qu'il y a un problème de pénurie en général, mais est-ce que cette éclosion-là n'amène pas une couche supplémentaire de problématiques à combler les quarts de travail? Absolument. Absolument. C'est extrêmement complexe. Vous avez tout à fait raison. Avant même la pandémie, l'an dernier, nous avions dû fermer un certain nombre de lits parce que nous avions des enjeux de ressources humaines. Alors, c'est sûr que lorsqu'une unité est en éclosion, et exemple, au 5e Sud, on a 18 travailleurs qui sont retirés, c'est pas sans impact au niveau de l'organisation des services. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, disait mardi en après-midi que, dans le cas de Montréal, entre autres, il y a certains hôpitaux qui sont à 50% de délestage. Chez nous, autant au Richelieu que Charlemagne, est-ce qu'on est également dans cette situation-là où on doit délester des services? Oui, on a déjà fait ce délestage-là. L'effort du délestage était principalement pour assurer une couverture au niveau des ressources humaines pour nos lits COVID. Alors, c'était la priorité du délestage. Et une partie du délestage s'est fait dans des activités, je dirais, c'est pas au niveau des unités de soins, mais c'est davantage au niveau des services externes, les cliniques externes et aussi en première ligne où on est allé rapatrier des ressources pour venir prêter main forte dans le cœur des activités hospitalières, je peux dire. Bon. Quel est le topo du côté de l'hôpital Charlemagne à Greenfield Park? Parce qu'il y a quand même parfois certains citoyens, certains patients du Richelieu-Rouville qui, pour X raisons, ont besoin d'avoir certains services à Charlemagne. Quel est le topo en ce moment au niveau des éclosions? Au niveau de Charlemagne, actuellement, on a 11 patients et on a 21 travailleurs de la santé. Dans quelle unité? Le troisième, là, vous me posez une bonne question. J'ai l'information, je crois que c'est le 3e Nord, si je me rappelle bien.
On en a eu quelques-unes. Mais c'est pas la première fois qu'on a des éclosions. Dans le fond, des éclosions, vous en avez eu quand même dans certains établissements. Je le disais en introduction, Gertrude La France ou autres. Donc, c'est pas qu'on devient habitué, mais je veux dire, donc, vous savez un peu c'est quoi la marche à suivre quand on a des éclosions. De ce que je comprends, par contre, c'est que celle à l'hôpital du Richelieu est, disons, un peu plus majeure que les autres, là. Oui, ouais. Effectivement. Puis, comme je le disais, il y a une caractéristique propre à l'unité du 5e Nord qui explique le taux aussi élevé en termes de personnes, tant de patients que de travailleurs de la santé. C'est vraiment assez exceptionnel, mais on l'explique par la clientèle errante. Je me rappelle de mémoire quand on avait eu, entre autres, l'éclosion au CHSLD Sainte-Croix à Marieville. Entre autres, ce que certains s'étaient rendus compte, c'est que malgré le fait qu'on impose des mesures et tout ça, l'humain étant l'humain, il finit par y avoir des fois des relâchements. Et je sais que les équipes de santé et sécurité, quand on arrive là, parfois, on est obligé de resserrer un peu la vis auprès des travailleurs eux-mêmes et des visiteurs et des patients aussi également. Bref, je sais que c'est complexe, mais c'est pas toujours simple de garder vraiment les mesures de façon très stricte. Tout à fait. Et dans ce sens-là, je vous dirais que compte tenu de la situation, on a augmenté nos mesures de surveillance, d'une part, pour faire en sorte qu'on aide à rappeler à tout notre personnel, mais aussi les proches aidants, tous les professionnels, de respecter les mesures, entre autres les mesures de distanciation, l'utilisation judicieuse des équipements de protection individuelle, le port du masque aussi de procédure en tout temps. À partir du moment où on met le pied dans l'hôpital, il faut avoir un masque de procédure. C'est vrai pour les patients, c'est vrai pour les professionnels et les proches aidants qui sont autorisés. On a aussi, ça c'était là depuis toujours, mais on intensifie la surveillance des symptômes du personnel. Ouais. Donc, on demande au personnel de faire une déclaration en début de chaque quart de travail pour s'assurer qu'ils n'ont pas de symptômes. Et finalement, ce qu'on vient d'introduire aussi, c'est le dépistage préventif dès l'apparition que d'un seul symptôme. On sait que pour une certaine catégorie de symptômes, jusqu'à présent, ce qui était proposé, c'était quand il y avait une combinaison de 2 symptômes. Et dorénavant, on va faire le dépistage dès l'apparition d'un symptôme parce qu'on voit qu'il y a une grande partie des gens qui sont porteurs du virus qui ont peu de symptômes ou même n'ont pas de symptômes. Lise Pouliot, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite en souhaitant qu'on puisse bien sûr circonscrire, entre autres, cette éclosion importante à l'hôpital du Richelieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de paramédecine communautaire. On en avait parlé il y a quelques semaines pour la Rive-Sud, mais maintenant, ça s'installe du côté du Haut-Richelieu. Télévision du Haut-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, dans un de ces merveilleux shows 100% local cette semaine... Mario Bastien du service des loisirs de la Ville de Saint-Jean pour les patinoires et en deuxième partie, Patrick-Emmanuel Roy du Sport Opus. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
On en a parlé à l'émission ici il y a quelques semaines parce qu'on avait instauré ce projet qui est tout à fait unique de paramédecine communautaire, initialement du côté de la Rive-Sud avec CETAM au niveau des ambulances, et on savait que ça allait s'installer probablement dans le secteur de Saint-Jean. Bien là, c'est le cas aujourd'hui. On en discute, 2 invités, et selon notre protocole habituel, une personne en studio, une personne à distance. Donc, Sylvain Bernier, directeur des opérations et ressources humaines chez Ambulance de Mers. Bonjour à vous. Et on rejoint à distance Mme Lynne Marquis, qui est directrice générale adjointe au programme socio-réadaptation cancérologie au CIS de la Montérégie-Centre. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, peut-être juste rappeler, parce que c'est quand même assez unique, votre collègue de CETAM l'avait fait il y a quelques semaines à l'émission. Ouais. C'est quoi de la paramédecine communautaire? Bien, en fait, je vous dirais, la paramédecine communautaire, c'est large. Hein? À la base, là, ça a beaucoup de vertus. Il y a plusieurs projets, je vous dirais, un peu partout dans le monde là, qui se déclinent en paramédecine. Dans notre cas, plus particulièrement, c'est assez unique au Québec. En fait, le type de paramédecine qu'on œuvre, c'est en collaboration avec le CIS Montérégie-Centre, c'est leur projet, dans lequel on s'inscrit en partenariat avec des infirmières du soutien à domicile pour être en mesure de bien répondre aux besoins de la clientèle, d'être en mesure de pouvoir les orienter adéquatement. Donc c'est relativement large, la paramédecine, mais de façon générale, je vous dirais, le terme le dit, là, hein, c'est de la médecine à l'extérieur des établissements, donc hors de l'établissement. Bon. Pour faire une figure de style, dans le fond, c'est qu'au lieu que les paramédics vous prennent en ambulance puis vous amènent à l'hôpital, c'est le paramédic qui s'en vient à la maison puis qui essaye de régler des affaires pour ne pas vous amener à l'hôpital. Bien, je résume, là, mais c'est à peu près ça. Oui, effectivement. C'est effectivement le cas. En fait, ce qu'on cherche surtout à faire, c'est de répondre aux besoins de la clientèle, naturellement au choix de la clientèle. Hein. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que si les usagers décident ou ils veulent être transportés, on n'empêchera pas personne d'être transporté à l'établissement. Mais l'idée, c'est de répondre aux besoins de cette clientèle-là sans nécessairement avoir appel au recours d'un transport spécifique pour amener les gens en urgence. Bon. Madame Marquis, est-ce que ça a eu effectivement des effets, là, depuis quelques semaines, on le fait, je sais, sur la Rive-Sud avec Charles Lemoine. Est-ce qu'effectivement, normalement, on aurait transporté du monde que finalement, on n'a pas transporté parce que les paramédics ont réussi à faire le boulot à domicile? Oui, tout à fait. Ce qui est important de savoir, comme l'expliquait M. de Bernier, effectivement, le paramédic se présente sur place, fait une première appréciation du patient ou du client et en tout temps, il fait une évaluation avec l'infirmière. En fait, c'est l'infirmière qui, avec le paramédic, fait une évaluation clinique du patient et à ce moment-là, lui propose, écoutez, monsieur, madame, on pourrait vous offrir tels soins et services à l'extérieur de l'hôpital qui ne nécessitent pas le plateau technique de l'urgence. Okay? Alors ça, c'est important de savoir que c'est une évaluation qui se fait dans un tandem. Alors c'est là qu'on se caractérise de façon plus unique que les autres projets de paramédecine communautaire qui existent ailleurs. Alors, pour répondre à votre question, alors effectivement, du côté de Champlain-Charlemagne, on a vu qu'il y avait effectivement plus de 54% des gens qui n'étaient pas transportés vers l'urgence, mais qui réussissaient justement à être réorientés vers d'autres cliniques où il y avait leurs soins directement chez eux. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le même pattern se dessine du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, on a mis ça en place depuis le mois de décembre. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est toujours dans le 54, 60, 70 %. Écoutez, ça varie. On s'aperçoit qu'il y a vraiment un besoin pour notre clientèle et ça répond à un besoin de la clientèle. Là, chez Ambulance de Mers, vous avez combien de paramédics qui sont, disons, spécialisés pour ça? Bien, on a une dizaine de paramédics qui sont présentement formés pour être en mesure de répondre à cette nouvelle affectation-là. Mais de façon plus précise, je vous dirais, on a 2 paramédics à temps complet, là, de jour et de soir, pour répondre à un besoin qui se situe entre 7 heures le matin et 22 heures le soir. OK. Je fais 911, je dis j'ai besoin d'une ambulance. Ouais. Finalement, je parle aux répartiteurs, répartitrices pour l'ambulance. Et là, qu'est-ce qui détermine si finalement on vient me chercher avec une ambulance ou si on m'envoie un paramédic pour la paramédecine communautaire? Oui. Bien, en fait, tout d'abord, il faut savoir, il ne faut pas gêner. Hein? Quand on a un problème de santé, il ne faut pas gêner. On appelle le 911 et en fonction des réponses qui ont été données aux répartiteurs, votre appel sera classé, trié d'une certaine façon, en fonction de son niveau d'urgence ou de gravité. Et la paramédecine communautaire, ça s'applique particulièrement
à la clientèle qui est de plus de 50 ans et qui sont classés dans des appels dites non urgentes. Et ça, je pense que c'est important de le spécifier. Et à partir de ce moment-là, on va dépêcher effectivement un paramédic communautaire, justement pour être en mesure, en collaboration avec l'infirmière, comme le dit Mme Marquis, d'évaluer les besoins du patient et de voir répondre à son besoin adéquatement. Madame Marquis, peut-être nous donner quelques exemples de cas dits non urgents où on intervient à domicile. Quel genre de problème ou de pathologie ou quel genre de redirection on peut donner à ces patients-là? Bien, en fait, je vais vous donner l'exemple. C'est probablement l'exemple qui revient le plus souvent, une chute. Okay? Un exemple de chute. Un patient appelle justement le 911. Comme l'a expliqué M. Bernier, il est catégorisé comme non urgent selon l'information que nous dit le patient. Et là, à ce moment-là, avec l'évaluation de l'infirmière paramédic, ils sont en mesure d'évaluer effectivement la situation clinique. Et au besoin, ce qui est important de savoir, c'est qu'en tout temps, on a un médecin de garde pour soutenir ce tandem-là. Donc, advenant le cas où, lorsqu'ils font l'évaluation clinique, ils ont des questionnements un petit peu plus pointus, puis ils disent, écoutez, au-delà de la chute, on soupçonne telle ou telle affaire. Ils vont se valider avec le médecin de garde, qui là, le médecin va dire, bien, écoutez, selon l'information que vous me donnez, effectivement, vous devriez le transporter vers l'urgence ou on pense qu'on pourrait le voir en clinique externe, soit le jour même ou au plus tard le lendemain. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en tout temps, lorsqu'un patient n'a pas été transporté vers l'urgence, oui, il a son soin soit à l'extérieur en clinique ou soit l'infirmière se déplace pour son soin directement à domicile, mais il a toujours une visite 24 heures après. Donc, advenant le cas où 24 heures plus tard, on s'aperçoit que sa situation clinique s'est détériorée, bien, à ce moment-là, on est capable de dire, bien, écoutez, je pense que vous devriez être dirigé vers l'urgence. Et comme le disait bien M. Bernier, en tout temps, le patient peut accepter ou refuser la réorientation qu'on appelle. Alors, le patient peut dire, écoutez, vous me proposez d'autres options, mais pour moi, je veux quand même aller à l'urgence. Alors, c'est parfait. À ce moment-là, il y a une ambulance qui est dépêchée sur les lieux et le patient est transporté vers l'urgence. Ouais. Ultimement, évidemment, il y a plusieurs bénéfices parce que, bon, on le sait, les urgences débordent. En plus, là, c'est la pandémie, c'est un peu plus compliqué. Des fois, ça regorge à l'entrée pour les... Mais en même temps, pour la profession aussi de paramédic, ça vous donne, disons, un autre relief, là, je dirais. Ah, ouais. Définitivement. On est très, très, très contents de ce développement-là. Il faut savoir, là, ça fait déjà plusieurs années qu'on demande justement à pouvoir utiliser toute la compétence, la connaissance de nos paramédics à d'autres fins que de transporter des usagers, les soigner, les transporter avec toute la compétence qu'on a, soit dit en passant. Mais ça nous permet justement de contribuer à divers niveaux, au niveau je vous dirais, du système de santé, d'apporter une efficacité différente, un élargissement de champ de compétences. Naturellement, on est très, très, très content. Ce qu'il faut aussi savoir, peut-être en complément de ce que Mme Marquis disait, c'est qu'en réalité, on s'est tous mis les filets de sécurité, là, justement pour ne pas échapper aucun patient. Donc, on a un médecin de garde, on a aussi une infirmière qui va faire la visite à domicile, justement pour s'assurer que l'ensemble du filet de sécurité soit présent. Donc, il faut que les gens aient confiance envers ce système-là. Bon, je sais, au départ, on parlait davantage d'un projet pilote, mais j'ai comme l'impression qu'il est de moins en moins pilote, là. C'est-à-dire qu'il risque de demeurer, Mme Marquis. Oui, bien, en fait, je peux vous confirmer que le projet pilote a commencé le 20 juin 2020. Donc, le projet pilote s'est terminé pas 20 juin, excusez-moi, 20 janvier 2020, je m'excuse, et il s'est terminé le 20 janvier 2021. Donc, c'est justement à la lumière du projet pilote qui nous a permis de voir, face au succès justement de nos interventions, face au succès de la volumétrie et surtout, il ne faut pas l'oublier, la satisfaction de la clientèle. On parle beaucoup des transports qui sont évités et tout ça, mais il y a aussi toute la satisfaction de la clientèle d'avoir leurs soins, soit à domicile ou soit dans une clinique, parce que c'est faux de penser que la clientèle veut toujours aller à l'urgence. La clientèle, ce qu'elle souhaite, c'est d'avoir son besoin clinique qui est répondu. Puis je pense qu'avec ce nouveau modèle-là, ce modèle Novatarno, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, oui, ça s'inscrit comme une offre de service qui va se maintenir et c'est pour ça qu'on l'a développé du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis en même temps, est-ce que je me trompe en disant qu'ailleurs au Québec, on vous regarde un peu? Là, je sais que quand je parlais à vos collègues de CETAM sur la Rive-Sud,
Je sens qu'ailleurs au Québec, on regarde un peu ce qui se passe dans notre coin parce que c'est un modèle qui pourrait faire des petits. Là. Ben oui, définitivement. D'une part. D'autre part, c'est un modèle innovant. Hein? C'est une nouveauté. Ça ne se fait pas jusqu'à maintenant. Et donc, effectivement, on fait figure de proue, mais en même temps, il faut être fier de ce qu'on fait parce qu'on le fait bien. Puis on a des bons résultats. Donc on est vraiment content. C'est exportable, Mme Marquis? C'est exportable? Oui, c'est exportable. Oui. Absolument, c'est exportable. Et d'ailleurs, on a déjà commencé des discussions ailleurs en Montérégie. Alors, avec le 6 Montérégie-Est et le 6 Montérégie-Ouest, on a déjà partagé nos travaux, on a déjà partagé nos cartographies, nos façons de faire. Et eux, actuellement, ils sont en étude de faisabilité pour pouvoir le déployer dans leur secteur. Effectivement, le modèle, il est exportable. Et c'est important de savoir que ce n'est pas juste un modèle de transport, mais c'est vraiment une nouvelle offre de services qu'on offre à la clientèle de 50 ans et plus. Bon. Et pour vous, dans vos opérations, parce que là, normalement, on mobilise une ambulance. Là, dans le fond, c'est un simple véhicule, j'imagine, qui se rend sur place. Ouais. Donc, ça doit être aidant aussi au niveau de l'utilisation des ressources. Oui, définitivement. Ouais. C'est sûr qu'il y a un avantage marqué. D'une part, les paramédics communautaires se déplacent avec un véhicule entièrement électrique. Donc, ça nous permet d'atteindre notre objectif environnemental, mais au-delà de ça, certainement, ça libère des ressources qui sont déjà fortement utilisées, là, comme vous le savez. Les véhicules ambulanciers là, sont comme le reste du réseau, là, sont sollicités. Et donc, quand on peut trouver des moyens de les libérer pour des urgences, naturellement, c'est efficace. M. Bernier, Mme Marquis, merci beaucoup. Puis bonne chance pour la suite de ce projet de paramédecine communautaire qui va bien sûr s'inscrire dans le temps comme étant un nouveau service comme tel. Merci à vous deux. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Latour. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. On vous le rappelle, le gouvernement du Québec a demandé aux villes de mettre à la disposition des élèves les bibliothèques municipales pour aller chercher une bonne connexion Internet et de la quiétude pour étudier. Donc, la ville, ici à Saint-Jean, ces 3 bibliothèques sont maintenant accessibles. Ça se fait évidemment sur réservation, inscription, mais sachez-le, et pour obtenir de l'information, allez sur sjsr.ca/biblio. Entre-temps, commentaires, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.